Napoléon Bonaparte passa une grande partie de sa vie d'adulte sur le champ de bataille, menant de nombreuses guerres consécutives et luttant pour réaliser son rêve d'établir un empire prospère et durable. Pour atteindre ses objectifs, Napoléon assujettit des royaumes et des empires dans toute l'Europe, faisant d'innombrables victimes au cours de plus de 15 ans de bataille. Mais cette fois, Napoléon et son immense armée marchèrent jusqu'au cœur du puissant empire russe. Napoléon envahit la Russie le 24 juin 1812. À sa grande surprise, il ne trouva aucune grande armée prête à l'affronter dans une bataille en rase campagne. Au contraire, les troupes russes se contentèrent d'attaques occasionnelles et se retirèrent de plus en plus loin à l'intérieur du pays. La bataille de Smolensk, qui se déroula du 16 au 18 août, donna lieu à une résistance acharnée de la part des Russes. Au cours de cette bataille, l'artillerie française bombarda impitoyablement la ville de Smolensk, détruisant presque tous les bâtiments et enterrant des milliers de personnes dans les ruines fumantes. Avec plus de 15 000 victimes, ce fut l'une des batailles les plus sanglantes de l'invasion. Napoléon quitta Smolensk en flammes et avança avec son armée. Mais les Russes continuèrent à battre en retraite. Ils optèrent pour la stratégie militaire de la terre brûlée, dont le but était de détruire tout ce qui pouvait être utile à l'ennemi, comme les villages susceptibles d'offrir un abri ou les cultures vivrières. La nourriture se fit de plus en plus rare au fur et à mesure que l'armée française avançait en territoire russe. Les lignes de ravitaillement devaient parcourir de nombreux kilomètres pour atteindre les unités de la ligne de front. Les hommes et les chevaux souffraient terriblement de faim et le temps devenait de plus en plus froid au fur et à mesure que les jours passaient. Le 7 septembre 1812 eut lieu la bataille de Borodino, l'une des plus sanglantes de l'histoire. L'armée impériale russe, commandée par le maréchal Mikhaïl Koutouzov, ordonna d'abord aux troupes russes d'avancer. Mais après avoir subi une attaque de l'artillerie française, il comprit que la situation exigeait une position défensive plutôt qu'offensive. La bataille fut extrêmement délicate. Les deux camps y perdirent des soldats à cause de l'artillerie et des mousquets. La fumée créée par les tirs de mousquets envahit la bataille. L'infanterie et les cavaliers avaient du mal à manœuvrer sur les tas de cadavres et de blessés. Ce fut un horrible massacre, même selon les critères napoléoniens. Bien que les Français aient gagné, le coût en vie humaine fut très élevé. Napoléon lui-même donna ce compte-rendu de la bataille, la plus terrible de toutes mes batailles. Les Français se sont montrés dignes de la victoire, mais les Russes se sont montrés dignes d'être invincibles. Les forces russes se retirèrent en bon ordre au sud de Moscou. Le plan initial de Koutouzov était d'attendre des renforts et de défendre Moscou, mais l'avancée rapide de l'armée française le contraint à battre en retraite au-delà de la ville. Avant l'arrivée de Napoléon, Moscou fut incendié sur ordre du gouverneur Fiodor Rostopchine. Le feu se répandit pendant des jours, laissant la ville en ruine à l'arrivée des Français épuisés. Napoléon entra dans la ville, croyant que la chute de Moscou mettrait fin à la guerre. Mais les Russes le firent attendre. En raison du manque de nourriture et d'abris adéquats contre le froid hivernal croissant, Napoléon et son armée se retirèrent de Moscou au début du mois de novembre. L'effet le plus dévastateur du froid sur les forces de Napoléon eut lieu pendant la retraite. La famine et l'hypothermie entraînèrent la perte de dizaines de milliers de soldats. Près de 10 000 hommes et chevaux moururent de froid en une seule nuit. Pour ne rien arranger, l'arrière de l'armée française affaiblie subit des attaques constantes de cavaliers cosaques, qui utilisèrent des tactiques de guérilla pour affaiblir encore davantage les forces françaises. La bataille de la Bérésina se déroula du 26 au 29 novembre. Bien qu'elle se soit soldée par une courte victoire française, elle constitua un coup défensif pour Napoléon. Celui-ci fut contraint d'accélérer son retrait de Russie, abandonnant 25 pièces d'artillerie et plusieurs chariots remplis d'armes et de fournitures pillées par les Cosaques. La campagne de Russie de Napoléon se termina sur un résultat désastreux. Sur les plus de 400 000 soldats qui s'étaient mis en marche au début de l'invasion, moins de 40 000 sont revenus sur le territoire de l'Empire français. Les Russes perdirent 150 000 soldats au combat et des milliers de civils. L'échec de l'expédition de Napoléon en Russie nourrit de nouvelles conspirations contre sa position d'empereur et sa vie. Les anciens ennemis de la France, tels que l'Autriche, la Prusse, la Russie et la Grande-Bretagne, ne perdirent pas de temps et formèrent une nouvelle alliance avec le soutien de la Suède, de l'Espagne et du Portugal. Ce fut le début de la guerre de la 6e coalition, qui commença en mars 1813. Elle est également connue en Allemagne sous le nom de guerre de libération, parce qu'elle permit enfin de supprimer le contrôle que les Français exerçaient sur les États allemands. La situation dans la péninsule ibérique était peu favorable à Napoléon. La guerre péninsulaire durait depuis 1807. Les armées britanniques, portugaises et espagnoles formèrent une union et
bâtir l'armée française du roi Joseph Bonaparte. L'affrontement est connu sous le nom de bataille de Vittoria. Bien qu'en infériorité numérique, Napoléon ne se résigna pas facilement. Il remporta plusieurs victoires importantes en Allemagne, comme la bataille de Dresde. Mais ses ennemis de plus en plus nombreux exerçaient une pression de plus en plus forte sur les forces françaises. Entre le 16 et le 19 octobre se déroula la grande bataille de Leipzig, également appelée bataille des nations, parce qu'il s'agissait du plus grand conflit des guerres napoléoniennes, avec 500 000 soldats et 2200 pièces d'artillerie. Elle fit plus de 90 000 victimes au total, ce qui en fit la plus grande bataille d'Europe avant la Première Guerre mondiale. La défaite de Leipzig fut désastreuse pour Napoléon, détruisant une deuxième armée française et portant gravement atteinte à sa réputation de génie militaire. Lorsqu'il revint à Paris à la fin de l'année, ses premiers mots en entrant au Sénat furent « Il y a un an, toute l'Europe marche contre nous ». Visiblement perturbé, Napoléon montrait des signes d'épuisement physique et mental. Sa posture autrefois altière était de plus en plus courbée et son visage avait une expression triste et morose. Certains affirmaient qu'il était devenu fou de pouvoir en rejetant les conditions de paix proposées à Francfort, selon lesquelles Napoléon resterait l'empereur des Français mais serait réduit à ses frontières naturelles. Cela signifiait que la France pouvait conserver le contrôle de la Belgique et de la Rhénanie, mais qu'elle devait se retirer de tous les autres territoires. Le refus de Napoléon entraîna une nouvelle vague de batailles, où la coalition remporta la majorité. Le 31 mars 1814, date fatidique, les forces conjointes de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse entrèrent dans la ville de Paris, forçant les Français à se rendre et mettant fin à la 6e guerre de coalition. Alexandre Ier de Russie expliqua au Sénat français que les alliés de la coalition combattaient Napoléon et non la France, et qu'ils étaient prêts à offrir des conditions de paix honorables si Napoléon était chassé du pouvoir. Le lendemain, le Sénat adoptait l'acte de démission de l'empereur qui destituait Napoléon. N'ayant pas d'autre choix, Napoléon fut contraint d'abdiquer le trône et signa le traité de Fontainebleau le 11 avril 1814. Par ce traité, les Alliés mettaient fin au règne de Napoléon en tant qu'empereur des Français et l'envoyaient en exil sur l'île méditerranéenne d'Elbe. Napoléon obtint le droit de commander l'île et de conserver son titre d'empereur. Mais pour un homme qui avait autrefois commandé une grande partie de l'Europe, être l'empereur d'une seule île était une humiliation insupportable. Après quelques mois d'exil, Napoléon apprit que son ancienne épouse Joséphine était morte en France. Dévasté par la nouvelle, il choisit de s'enfermer dans sa chambre et refusa d'en sortir pendant 2 jours. Malheureux à l'idée de passer le reste de ses jours en exil, Napoléon réussit à rassembler 700 hommes et à s'échapper de l'île d'Elbe à bord d'un navire de guerre. Arrivé sur le territoire français, Napoléon fut intercepté par le 5e régiment, qui avait l'ordre de capturer l'ancien empereur. Napoléon s'approcha seul du régiment, descendit de cheval et lorsqu'il fut à portée de tir, cria aux soldats « Me voici, tuez votre empereur si vous le voulez ». Beaucoup de ces soldats avaient servi Napoléon pendant de nombreuses années et lui vouaient une grande admiration. En signe de dévouement, les soldats répondirent promptement « Vive l'empereur! Vive l'empereur !» Napoléon arriva à Paris le 20 mars et gouverna pendant une période connue sous le nom de gouvernement des 100 jours. La Grande-Bretagne, la Russie, l'Autriche et la Prusse menèrent une campagne de 150 000 hommes pour mettre fin à son règne, ce qui donna lieu à la guerre des 100 jours, également connue sous le nom de guerre de la 7e coalition. Au début du mois de juin, les forces armées de Napoléon comptaient 200 000 hommes et il décida d'attaquer pour ouvrir une barrière entre les armées britanniques et prussiennes qui approchaient. La rencontre des armées eut lieu le 18 juin 1815, lors de la célèbre bataille de Waterloo. La coalition fut menée par les Britanniques sous la direction d'Arthur Wellesley, mieux connu sous le nom de duc de Wellington. Les alliés de la coalition résistèrent aux attaques répétées des Français au cours de la journée, jusqu'à ce que les troupes prussiennes arrivent et attaquent le flanc des Français, leur infligeant de lourdes pertes. Napoléon tenta encore de lancer une dernière offensive avec des bataillons de la garde impériale française, mais les Prussiens attaquèrent le flanc droit des Français. L'armée britannique repoussa la garde impériale et écrasa définitivement les Français. Waterloo fut la dernière bataille livrée par Napoléon. À son retour à Paris, il constata que le corps législatif et le peuple s'étaient révoltés contre lui. Il abdiqua à nouveau son poste d'empereur, désormais de façon permanente, mettant ainsi fin au premier empire français. Les Britanniques exilèrent Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène dans l'océan Atlantique. Ils décidèrent également de prendre
prendre des précautions et envoyèrent une petite garnison de soldats pour empêcher toute évasion. Napoléon eut pour dernière résidence un vieux manoir appelé Longwood House, dont la situation était précaire, avec de l'humidité et des moisissures sur les murs. La santé de Napoléon se dégrada au fil des ans. Certains pensent que cela était dû en partie à l'insalubrité de sa maison. Vers février 1821, Napoléon réalisa que sa vie touchait à sa fin et chercha à se réconcilier avec l'Église catholique. Napoléon Bonaparte mourut le 5 mai 1821 à Longwood House, à l'âge de 51 ans. Une autopsie ultérieure révéla que la cause du décès était un cancer de l'estomac, probablement dû à une tentative de suicide lorsque Napoléon, apprenant qu'il serait exilé à l'île d'Elbe, ingéra une pilule empoisonnée qui n'était pas assez puissante pour le tuer. Napoléon fut enterré dans un sarcophage russe en quartzite rouge. La tombe se trouve dans un complexe de bâtiments appelé les Invalides à Paris, où l'on trouve des musées et des monuments tous liés à l'histoire militaire de la France. Napoléon fut responsable de la diffusion des valeurs de la Révolution française dans d'autres pays, en particulier des réformes juridiques telles que le Code Napoléon qui mettait l'accent sur des lois clairement écrites et accessibles. Ce fut une étape importante dans le remplacement des anciennes lois féodales. Le Code est toujours en vigueur aujourd'hui, avec quelques modifications. Aujourd'hui, la vie de Napoléon est débattue par les universitaires et les hommes politiques de tous les pays. Certains le considèrent comme un homme éclairé et déterminé, d'autres le jugent mégalomane et assoiffé de pouvoir. Mais pendant une grande partie de sa vie, il a été le plus puissant du monde.